mais qui ont commencé dans les années 80. Réforme du marché du travail, plus de flexibilité des salaires. Il faut que les salariés acceptent des salaires plus bas si les conjonctures est moins bonne, etc. Bon. Et puis, alors, ça me paraît très important, c'est la mondialisation, c'est aussi la mise en concurrence des travailleurs à l'échelle internationale. C'est-à-dire que la mobilité du capital permet aux entreprises de déplacer le capital pour aller le localiser là où les coûts sont les plus bas, et notamment où les coûts salariaux sont les plus bas. Donc c'est comme ça qu'on a des entreprises, parmi les nôtres, les grandes entreprises par exemple françaises qui sont, vous savez, cotées au CAC 40, les 40 grandes entreprises, ce sont toutes des multinationales qui ont délocalisé une part très importante de leur activité à l'extérieur de la France, dans d'autres pays européens, mais le plus souvent bien loin, par exemple en Asie. Et ça, c'est un élément de pression, parce que, comme vous savez, à partir du moment où les entreprises disent, voilà, si vous voulez que je reste en France, que je maintienne telle usine en France, vous devez accepter les baisses de salaire, ou au minimum pas avoir d'augmentation de salaire, autrement je délocalise, eh bien voilà, c'est typiquement la type de situation qu'on a, et qui résulte du fait que le capital est mobile. C'est-à-dire que les entreprises, si elles ne sont pas contentes, qu'elles pensent que les salariés ne sont pas disciplinés, ou que les coûts salariaux sont trop élevés, ils ont la liberté totale, parce que maintenant il y a une liberté totale, de déplacer le capital dans d'autres régions du monde, d'autres pays. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, depuis bien longtemps, il y a cette pression permanente sur les salaires, vous voyez, qui s'exerce par cette concurrence internationale. Surtout que dans les pays où on délocalise, il y a une main-d'œuvre extrêmement nombreuse. Pensez à la Chine et à l'Inde, par exemple, mais aussi en Amérique latine, à l'Argentine, au Brésil, et il y a une main-d'œuvre qui est souvent de très haut niveau. C'est-à-dire que vous allez en Inde, le système d'éducation en Inde est extrêmement performant. Vous avez des ingénieurs indiens, par exemple, en informatique, qui sont aussi bons que les nôtres, sauf qu'ils sont payés 5 fois moins. Et donc, évidemment, ça pose un vrai problème en termes de concurrence. C'est-à-dire que ça met nos ingénieurs informatiques en difficulté, évidemment, par rapport aux ingénieurs informatiques indiens. Alors, voilà un graphique, justement, qui montre cette déformation du partage de la valeur ajoutée en défaveur des salaires et donc en faveur des entreprises. Hein. Vous voyez, donc ça, c'est un graphique qui ne peut pas être suspecté d'être trafiqué par des gauchistes dangereux, puisque c'est le Fonds monétaire international qui l'a fait. Et on prend, vous voyez là, les pays du G7, c'est les principaux pays industrialisés, ou les économies avancées, c'est la même chose. Vous voyez qu'à partir de 80, des années 80, donc quand on prend les principaux pays industrialisés, on voit que la part salariale dans la valeur ajoutée n'a cessé de baisser. Ceci est tout à fait la contrepartie du graphique précédent que je vais essayer de retrouver. Voilà. La contrepartie de cette baisse des salaires dans la valeur ajoutée, c'est la hausse des profits. Vous voyez, ça correspond à peu près à la même période. Les profits montent, d'accord? Taux de profit monte parce que il y a une baisse des salaires dans la valeur ajoutée qui permet aux entreprises d'avoir une part dans les partages salaires-profits plus importants. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça va peser sur la dynamique économique. Pourquoi est-ce que nous avons un ralentissement de la croissance? Pourquoi est-ce que depuis maintenant 20 ans, peut-être, nous avons une croissance beaucoup plus lente? Alors, il y a un économiste qui a appelé la période post-75 les 30 piteuses. Hein, parce que, justement, par opposition aux 30 glorieuses. C'est-à-dire c'est une phase où les conditions de travail se sont rendues beaucoup plus difficiles, les rémunérations du travail a progressé beaucoup moins, quelquefois a même régressé en termes de pouvoir d'achat, et en contrepartie, par contre, il y a eu une augmentation de la part qui est allée au capital, et il y a eu une accumulation de capital détenu par les capitalistes, entre guillemets, les détenteurs du capital, extraordinairement important. Alors, il y a un économiste qui a écrit un livre magistral récemment, sauf que c'est un livre qui fait 700 pages, donc je ne sais pas si je dois vous le recommander, parce que vous n'avez peut-être pas envie de lire 700 pages d'économie, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de statistiques et de données. Vous l'avez certainement entendu parler de lui, pour certains d'entre vous peut-être, parce qu'il a été beaucoup interviewé dans les médias au moment de la sortie de son livre. C'est Thomas Piketty. Thomas Piketty a écrit un livre qui s'appelle le capital au XXIe siècle. Bon. Et dans ce livre, il explique que plusieurs choses, mais il explique que depuis l'avènement de ce capitalisme financiarisé et mondialisé, il y a les élites, les détenteurs du capital financier, les élites financières, ont vu leur part dans le partage du gâteau augmenter, et ont des patrimoines financiers qui ont augmenté, d'accord?
au point qu'aujourd'hui, il y a des patrimoines financiers monumentaux. Vous savez, entre parenthèses, que la France est le pays où il y a le plus de millionnaires par rapport à la population totale. Donc le nombre de millionnaires a augmenté aux États-Unis, en Russie, que ça, dans bien d'autres pays, mais en France, on n'est pas en reste. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a un partage du gâteau. Alors lui, il appelle ça des rentiers. C'est-à-dire qu'il dit, on est dans un capitalisme de rentiers, où il y a des gens qui ont un capital énorme, et qui sont là, et qui exigent des rendements très élevés, et qui pèsent, du coup, sur les évolutions salariales, et sur le partage des richesses dans l'économie. Donc, voilà, c'est sa thèse. Et alors, ce qu'il dit, deuxième idée qu'il développe dans son bouquin, c'est qu'il fait aussi des comparaisons historiques, et il dit, on est aujourd'hui à un niveau d'inégalité en matière salariale et patrimoniale surtout, comparable à ce qu'il y avait à la veille de la crise de 29. C'est-à-dire qu'à la crise de 29, il y avait aussi à la veille de la crise de 29, il y avait des inégalités énormes, que Roosevelt et d'autres gouvernements comme le Front populaire en France, etc., qui ont fait des réformes, notamment fiscales, inégalités qu'ils ont tenté de réduire. Et si vous voulez, d'après lui, et statistiques à l'appui, un travail statistique très sérieux, on est aujourd'hui dans une phase du capitalisme financier ou financiarisé où il y a une montée des inégalités à cause de ce patrimoine qui est détenu par une minorité d'acteurs, en fait, qui est devenu très importante. Et ça, c'est le résultat, justement, de ce processus où la part salariale a baissé et la part qu'il a au capital financier, c'est-à-dire au capital futur, si vous préférez, a augmenté. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette partie 2, vous voyez, qui me servait qui m'a servi à, si vous voulez, à caractériser le capitalisme, le système économique dans lequel nous sommes maintenant, et qui d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, est en crise. Vous voyez, c'est les grandes caractéristiques. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure, si vous souhaitez, parce que j'ai conscience d'aller vite et de vous brosser un tableau à grands traits, et il y a certainement d'autres choses à dire, et peut-être que vous souhaiterez tout à l'heure qu'on revienne sur certains points que je n'ai pas assez développés ou que je n'ai pas développé du tout, éventuellement. Ce que je voudrais faire maintenant, dans la partie 3 de ma présentation, c'est aller un peu plus loin dans la caractérisation de cette mondialisation, en me situant cette fois-ci à un niveau plus global, notamment au niveau des échanges internationaux. Parce que, je suppose, quand on vous dit mondialisation, vous pensez spontanément à la mondialisation économique, vous vous dites, ah, c'est les échanges qui se développent à un niveau mondial, c'est l'ouverture des pays les uns par rapport aux autres, etc. Et c'est un peu cette dimension que je vais vous développer maintenant, parce que mondialisation, en effet, ça veut dire un espace mondial, un espace économique mondial qui se développe, et c'est ça que je voudrais caractériser maintenant dans cette troisième partie de ma présentation. Alors, d'abord, premier point, on a assisté donc depuis cette phase de la mondialisation, donc la reprise de la mondialisation, donc rappelez-vous, c'est en gros 1975, début, à un développement extraordinairement rapide des échanges commerciaux en particulier. Mais aussi, alors il y a un S qui manque là-bas, je m'en excuse, des équilibres mondiaux. Alors, en effet, nos économies, par exemple l'économie française, et c'est vrai pour l'économie américaine, c'est vrai pour l'économie japonaise, pour l'économie chinoise, etc., des pays émergents, nos économies sont de plus en plus ouvertes, et aussi dépendantes des échanges extérieurs. C'est-à-dire que nous exportons, regardez tout le psychodrame qu'on nous a fait, qui est en partie justifié d'ailleurs sur les problèmes de compétitivité de l'économie française. Pourquoi est-ce qu'on attache tant d'importance à cette compétitivité? C'est parce que nous vendons à peu près un quart de notre production à l'étranger, et que donc, si nous ne la vendons pas, ou mal, ça pèse immédiatement sur l'activité économique et sur l'emploi. Donc, ça veut dire que nous, Français, l'emploi chez nous est très dépendant de notre vente à l'étranger. Et ce qui est vrai pour la France est vrai pour les Espagnols, est vrai pour les Portugais, est vrai pour les Grecs, si je reste en Europe, mais aussi vrai pour les Américains, etc., etc. Donc, si vous voulez, les échanges extérieurs sont très importants. C'est-à-dire que notre croissance économique est en partie, comme disent les économistes, tirée par les échanges extérieurs. Le moteur, un des moteurs importants de la croissance aujourd'hui, c'est les exportations, les échanges avec l'étranger. L'autre point très important, alors excusez-moi, là c'est un peu un jargon d'économiste, mais vous allez voir, c'est important et en même temps c'est pas difficile à comprendre. La mondialisation doit être vue comme une nouvelle organisation des processus de production à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, les grandes, même aussi les moins grandes, raisonnent en pensant à leur espace de travail, leur espace de vente, de production, qui va bien au-delà des frontières. Il y a pratiquement,
c'est aujourd'hui une minorité d'entreprises qui travaillent en ne pensant pas du tout à l'extérieur. Même la petite exploitation agricole, par exemple, qui produit du vin ou qui produit des fruits, va se poser la question, est-ce que je peux aller vendre à l'étranger? Est-ce que je peux avoir des débouchés à l'étranger? Ce que je veux dire par là, c'est que l'ouverture est devenue très importante et on organise sa production en pensant à l'étranger. Bon. Alors, raisonnons sur les grandes entreprises, parce que c'est elles qui dominent finalement l'espace international. Prenons, je ne sais pas, Renault-Nissan, ou prenons BSN Jarvet Danone, dans deux domaines complètement différents en France. On pourrait prendre des multinationales américaines, japonaises, etc. Mais quand vous prenez Renault-Nissan, c'est typique. Renault-Nissan, c'est une entreprise, son nom l'indique, qui résulte de la fusion de deux entreprises, une japonaise et une française, qui a donc un espace qui est à cheval sur l'Europe et sur l'Asie. Et quand je dis sur l'Europe, ce n'est pas uniquement la France, c'est-à-dire que Renault produit en Espagne, produit en Pologne, produit en Roumanie, comme vous savez, les voitures les moins chères, etc., les low cost, comme on dit. Bon. Donc, et produit aussi au Japon, puisque Nissan a été racheté pour permettre à Renault d'écouler une partie de sa production, comme vous savez, en Asie, et notamment au Japon. Il y a un marché très important. Et à partir du Japon, d'aller sur la Chine, évidemment. Donc, prenons maintenant BSN Jarvet Danone. Ça, c'est l'industrie agroalimentaire. C'est pareil, aujourd'hui, qui mange des yaourts? Il n'y a pas que les Français, il n'y a pas que les Européens. Les petits Chinois, ils mangent des yaourts. Les petits Maghrébins, ils mangent des yaourts. Donc aujourd'hui, on a des entreprises qui sont organisées pour aller vendre des produits sur l'espace mondial, sur les différents continents. Et donc le processus productif, il est organisé comme ça. Mais je vais aller même un peu plus loin. Il y a un chef d'entreprise qui s'appelle, peut-être rappelez-vous de son nom, maintenant je crois qu'il est à la retraite, surtout qu'il n'a pas très bien réussi finalement, c'est Serge Tchourouk. Serge Tchourouk était le patron d'Alcatel. Alcatel qui a fusionné depuis avec Lucent dans le domaine des télécommunications, vous savez, des matériels de télécommunications, etc. Eh bien, M. Tchourouk se vantait d'avoir une entreprise sans usine. Entreprise sans usine, ça veut dire, il disait, voilà, moi, pour faire du profit, j'organise la production, mais je fais produire par des tas de sous-traitants à travers le monde entier. C'est-à-dire que je vais avoir des sous-traitants en Thaïlande, des sous-traitants en Brésil, des sous-traitants au Sénégal, etc., etc., pour pouvoir produire là où les coûts salariaux sont les plus bas, et ensuite pour aller vendre aussi sur ces marchés. D'accord? Donc je suis une entreprise sans usine, c'est-à-dire que moi je fais travailler les autres, évidemment je récolte la plus-value, les marges, etc., les profits, donc pour mes actionnaire. Voilà. Un autre exemple d'entreprise qui travaille beaucoup, deux entreprises américaines, pour fixer les idées, qui travaillent beaucoup sur cette logique d'entreprise presque sans usine, c'est Apple, pour les ordinateurs, les téléphones portables, etc., les tablettes que vous utilisez ou que nos collègues utilisent, etc., et puis Dell. Je reste dans l'industrie informatique. Prenez Dell, par exemple. Dell, c'est une entreprise très particulière. C'est une entreprise qui conçoit les boutiques, dont le siège est à Houston, au Texas, aux États-Unis, qui conçoit les produits, qui organise la logistique de la production à travers le monde, avec des usines qui sont souvent des sous-traitants, qui ne sont pas possédées par l'entreprise Dell, mais qu'elle fait travailler, qui vont fabriquer les composants, qui vont assembler, et Dell va principalement faire quoi? Va faire la recherche, c'est-à-dire mettre au point les ordinateurs les plus performants, d'accord? Donc ça c'est important, les ingénieurs de Dell qui travaillent au Texas, évidemment, c'est important, organise la logistique de l'organisation de la production. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des Boeing qui sont affrétés uniquement pour transporter les ordinateurs Dell qui viennent de Chine en temps réel. C'est-à-dire quand vous commandez un ordinateur, vous l'avez dans les 8 jours, parce que dès que vous passez votre commande, hop, Dell passe des ordres à ses sous-traitants qui vont assembler les ordinateurs et qui vont être transportés de Chine, par exemple, et venir en Europe, en France, etc. Bon. Eh bien, ça, c'est des entreprises, vous voyez, qui sont dans le monde, qui sont mondialisées, c'est des acteurs globaux. C'est-à-dire qu'ils ont organisé leur processus productif sur l'ensemble de la planète. Ils vont travailler, ils vont faire travailler des usines en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc. C'est ça la mondialisation. C'est ce que j'appelle, si vous voulez, la nouvelle organisation internationale des processus productifs. Tout ça pour augmenter le rendement du capital. Parce qu'en produisant ailleurs, là où les coûts sont les plus bas, en allant sur les marchés où il y a une population nombreuse, par exemple pour vendre des téléphones portables, eh bien, on se met au plus près de la demande en allant produire sur place. Vous voyez? Donc voilà ce que ça veut dire. Et ça, c'est la mondialisation. C'est un aspect très important de la mondialisation. Vous savez sans doute que nos entreprises du CAC 40,
les 40 plus grandes entreprises françaises font l'essentiel de leur activité, l'essentiel de leur profit, et créent l'essentiel des emplois qu'elles créent en dehors de nos frontières. C'est-à-dire, et en particulier dans les pays dits émergents, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Voilà. Ça, c'est typique de la mondialisation actuelle. Alors, pour caractériser encore cette première caractéristique donc, de la mondialisation au niveau des échanges internationaux, je dirais que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire l'informatique, les télécommunications modernes, etc., la numérisation, etc., tout ça, évidemment, c'est un facteur très favorable à l'organisation internationale, délocalisée, décentralisée des processus productifs. Parce que, par exemple, quand une entreprise française, ou d'elle dont je parlais tout à l'heure, reçoit une commande, grâce à l'informatique, elle peut en temps réel passer des ordres à ses sous-traitants pour construire une voiture, un ordinateur, que sais-je, conforme à la demande du client. Et ça, en temps extrêmement rapide. Comme on dit, à flux tendu. Ce qui fait que les entreprises n'ont plus besoin de gérer des stocks importants, que tout ça travaille en temps réel, comme on dit. Hein. Et grâce à l'informatique. S'il n'y aurait pas l'informatique, et les télécommunications modernes, qui coûtent pratiquement presque plus rien maintenant, enfin, dont le coût a baissé considérablement, bien, ça ne serait plus possible. Donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles ont été un accélérateur de ce processus de mondialisation. Et puis, pour terminer, je voudrais juste dire un mot sur qui domine finalement aujourd'hui le commerce international. Je vais citer 3 catégories d'acteurs, sans avoir la prétention d'être exhaustif, mais juste pour vous montrer finalement qui est important sur la scène internationale aujourd'hui dans la mondialisation actuelle, en matière d'échanges internationaux. Il y a d'abord les firmes multinationales, dont je viens de vous parler. Juste une autre précision, parce que ça caractérise bien le monde actuel. Aujourd'hui, le commerce international, ce qu'on appelle les échanges de biens et de services dans le monde, plus de la moitié se fait dans ce qu'on appelle les échanges intra-firmes. C'est-à-dire des échanges que se font les multinationales à l'intérieur du même groupe, entre la maison mère, ses filiales ou les filiales entre elles. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des marchandises que vous voyez circuler, par exemple, quand vous regardez passer les trains de marchandises, et qui viennent d'Espagne ou qui viennent de Belgique ou que sais-je, vous regardez ces trains, vous voyez du matériel qui passe, des voitures fabriquées ou des pièces détachées, etc. Ben, vous pouvez être tranquille que ça, c'est pour la moitié de ce trafic, c'est un trafic que fait Renault entre 2 filiales, la filiale belge, par exemple, et la filiale française. D'accord ? Donc, ça reste à l'intérieur de la firme. Donc, ça veut dire que, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point, c'est qu'une grande partie des échanges internationaux aujourd'hui est contrôlée par les multinationales, se fait à l'intérieur des multinationales elles-mêmes. Alors, je ne vous dis pas ensuite la facilité avec laquelle elles peuvent trafiquer la comptabilité, faire ce qu'on appelle des prix de transfert pour localiser les profits, par exemple dans les paradis fiscaux. Ça va ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des filiales, notamment financières dans les paradis fiscaux, on va faire semblant d'avoir des profits dans les régions où la fiscalité est la plus basse, pas semblant. On va organiser la comptabilité pour que les meilleurs résultats soient obtenus dans les pays où la fiscalité est la plus basse, de manière à payer le moins d'impôts possible. C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ça fait partie du fonctionnement des multinationales. Deuxième catégorie d'acteurs majeurs, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, certes, l'OMC est en crise aujourd'hui, mais l'OMC a joué et joue encore un rôle important. Pourquoi ? Ben parce que c'est un organe qui a été créé en 1994, une institution internationale dont le rôle est de négocier et de mettre en place des accords internationaux concernant l'organisation des échanges de biens et de services. L'échange de marchandises, l'échange de services, etc. Et donc, cette organisation, qui a été présidée jusqu'à peu de temps par un Français, Pascal Lamy, ancien directeur de cabinet de M. Jacques Delors, l'OMC a un rôle très important pour réguler les échanges internationaux. L'idée, c'est comment, par exemple, libéraliser les échanges. Le rôle de l'OMC, c'est notamment d'amener les pays, notamment les pays en voie de développement, qui ont encore des barrières douanières, de baisser au maximum leurs barrières pour que les multinationales puissent aller vendre chez eux, par exemple, ou puissent aller s'installer chez eux. Donc ça, c'est le rôle de l'OMC. Donc il y a eu, comme ça, toute une série d'accords. Alors le dernier accord qui a échoué, ou tentative d'accord, c'est Doha. Vous avez entendu parler du cycle de Doha. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les pays négocient entre eux, et ça a achoppé les accords de Doha pour plusieurs raisons, mais une raison importante, c'est sur l'agriculture. Parce que les pays en voie de développement et les pays émergents, comme l'Inde, par exemple,
n'était pas d'accord avec les conditions que voulaient imposer les pays riches sur l'agriculture. Donc ils voulaient protéger leur agriculture, ils ne voulaient pas libéraliser leur agriculture autant que c'était souhaité par les pays plus avancés. Donc ça n'a pas abouti. Il y aura un nouveau cycle de négociation, hein, soyez tranquille, je peux dire. Mais disons, voilà le rôle de l'OMC. Et donc ça, c'est devenu un acteur majeur. Et vous avez entendu parler de José Bové, du conflit du Roquefort et des bœufs aux hormones. Ça, c'est l'OMC. C'est-à-dire, la France était en conflit avec les États-Unis sur le bœuf aux hormones. Les Français ne voulaient pas importer du bœuf aux hormones venant des États-Unis. Les Américains ont dit, vous bloquez, vous faussez les échanges en empêchant notre bœuf d'être vendu en France, sur le marché français. Nous nous plaignons à l'OMC. Et l'OMC a un tribunal qui s'appelle l'organisme de règlement des différends, qui est chargé de statuer sur les désaccords entre pays, comme celui-là, et éventuellement de donner une punition ou une amende aux pays qui ne respectent pas. Et là, ils ont dit, eh bien, puisque les Français ne veulent pas importer le bœuf aux hormones, nous donnons le choix aux Américains de faire de la rétorsion à l'égard des Français qui ne jouent pas le jeu du commerce international, et c'est comme ça que le Roquefort, notamment, a été ciblé par les Américains pour embêter les Français. Hein, voilà. Donc plus d'exportation de Roquefort aux États-Unis. Et c'est comme ça que José Bové, qui, comme vous savez, sur le plateau du Larzac, qui élevait des brebis, s'est révolté, a cassé un McDo, symbole des États-Unis, et même, on pourrait dire, de la malbouffe venant des États-Unis. Donc, si vous voulez, voilà. Et c'est pour vous dire que, vous voyez, c'est conflictuel. C'est conflictuel. Alors, attention, hein, moi, je suis pour qu'il y ait une organisation mondiale du commerce. Je pense qu'il faut réguler les échanges, il faut faire très attention, parce qu'il y a besoin de cette régulation. Sauf que je ne suis pas d'accord avec la philosophie de cette organisation. C'est-à-dire, je pense que vouloir libéraliser à tout prix les échanges, notamment ceux des pays en voie de développement, qui sont les plus fragiles, ça c'est très mauvais, ça nuit à leur développement. Je prends un exemple d'actualité. Vous avez vu la révolte en Bretagne. Vous avez vu que les Bretons produisent des poulets bas de gamme. C'est des poulets qui sont produits à grande échelle, qui sont ensuite congelés et vendus en Afrique. Vous savez que ces poulets congelés ont détruit ce qu'on appelle en Afrique les poulets bicyclettes. Vous connaissez pas, je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Ce qu'on appelle les poulets bicyclettes, c'est les poulets qui sont élevés en liberté, hein, et que les Africains, par exemple les Maliens ou les Sénégalais, mangent, hein, et qui leur apportent les protéines nécessaires à leur alimentation. Eh bien, depuis qu'ils importent ce genre de poulets bas de gamme, mais qui coûtent beaucoup moins cher, ça a complètement ravagé, détruit une grande partie de la production, vous voyez, de poulets dans ces pays-là. Et donc, les Bretons, je les aime bien, moi-même je suis breton d'ailleurs, mais je ne suis pas du tout d'accord avec leur revendication, de produire du poulet bas de gamme, un poulet d'ailleurs qui est peut-être lui-même aux hormones, et d'autre part d'aller inonder les marchés étrangers, en particulier les pays en développement, dont on a forcé à abaisser leurs frontières, leurs droits de douane, donc pour permettre aux produits étrangers de rentrer. Voyez. Donc, l'OMC, c'est ça la philosophie de l'OMC, c'est libéralisons parce que tout le monde sera gagnant. Ben, c'est faux. Il y a un postulat là de base qu'il faut, c'est que quand on libéralise les échanges internationaux et qu'on supprime toutes les barrières douanières, ben, il y a des pays qui en profitent, mais il y en a d'autres qui en pâtissent. Et donc l'idée, c'est plutôt que d'avoir cette philosophie-là, c'est d'avoir plutôt une philosophie plus subtile, en disant, il y a des produits qu'il faut protéger. Par exemple, tout ce qui touche l'alimentation, notamment dans les pays les plus pauvres, c'est essentiel pour la survie des populations. Et c'est ce que nous appelons d'ailleurs, ce que j'appelle moi, avec d'autres économistes, la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que les pays doivent pouvoir maîtriser leur alimentation, donc pouvoir la protéger, choisir les alimentations qu'ils veulent, les aliments qu'ils veulent consommer, parce qu'il est normal qu'un Africain n'ait pas la même alimentation qu'un Français, et ainsi de suite. Et donc là, ça fait partie de la culture, ça fait partie du mode de vie. Et donc, si vous voulez, l'OMC doit être réformée, mais de fait, elle joue un rôle très important. Voilà. Et donc, ma position, avec d'autres économistes, c'est de dire qu'il ne faut pas supprimer l'OMC, il faut la réformer en profondeur pour qu'elle ait une autre philosophie, qu'elle fonctionne selon de nouveaux principes. Mais il faut une régulation des échanges. Et puis, l'autre caractéristique de la période que nous vivons maintenant, depuis une décennie ou deux, dans cette mondialisation, c'est la montée en puissance de nouveaux pays, qui avant étaient des pays dits en voie de développement. Vous pensez à la Chine, par exemple, vous pensez à Thaïlande, la Malaisie, ou bien en Amérique latine, vous pensez, je ne sais pas moi, au Mexique, ou vous pensez au Brésil, l'Argentine, et ainsi de suite, au Chili. C'est des pays qui se sont considérablement développés, d'une manière extraordinairement rapide, d'ailleurs étonnante parfois. Hein.
Eh bien, ça change complètement la donne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires à la fois commerciaux, financiers, politiques, qui sont les pays émergents, et qui changent complètement le fonctionnement de la mondialisation. C'est-à-dire qu'au début de la seconde mondialisation, il y avait les hyperpuissances, et surtout les États-Unis, qui dominaient l'économie mondiale. D'accord? Donc c'était un système très, très concentré, avec une domination de quelques pays, notamment ce qu'on appelle la triade. Ce qu'on appelle la triade, c'est États-Unis, Europe, Japon, qui étaient les pays les plus riches qui dominaient le monde en termes économiques. C'est fini cette période. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire, où à côté des anciennes puissances industrielles de la triade, il y a des nouvelles puissances industrielles. Et il faut s'en réjouir, parce que ça correspond pour eux à un niveau de développement qui s'améliore, à un bien-être accru des populations, même si c'est loin d'être rose dans ces pays, hein, mais c'est quand même une amélioration du niveau de vie des gens. La pauvreté a diminué dans un grand nombre de ces pays, etc., etc. Donc, si vous voulez, ces nouveaux acteurs de la mondialisation, que sont les pays émergents, jouent un rôle de plus en plus important. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut mettre en avant pour caractériser cette mondialisation. Alors, je m'aperçois que je suis un peu bavard, mais je vais peut-être un peu lentement. Alors, juste un graphique, les économistes aiment bien les graphiques. Vous remarquez, c'est un beau dessin, non? Vous ne trouvez pas? Ça pourrait presque être une peinture moderne, une peinture abstraite. Alors, là, c'est juste pour vous montrer sur ce schéma qui est, je trouve, très parlant. Vous voyez, on commence en 1990, on s'arrête en 2011, 2012. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Là, 0, c'est l'équilibre de la balance des paiements, la balance des paiements courants, ce qu'on appelle. C'est les échanges des biens et services. Et donc, au-dessus, vous avez les pays qui sont excédentaires. Alors, c'est qui les pays excédentaires? Par exemple, c'est les pays exportateurs de pétrole ici. C'est le Japon, vous ne serez pas surpris. C'est la Chine, elle est là. Et puis en dessous, vous avez les pays déficitaires. C'est qui? Eh ben, d'abord les États-Unis. Et puis vous avez l'Europe centrale aussi, les pays de l'Europe centrale qui pour le moment n'ont pas des balances commerciales très bonnes. Et puis vous avez donc les pays, qu'est-ce qui est là? C'est les pays d'Amérique latine. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que, alors que les déséquilibres étaient tout petits, vous voyez, ça c'est des milliards, hein, c'est des milliers de milliards, des trilliards, comme on l'appelle, des trillions de dollars. Vous voyez que c'était très faible. Et puis tout d'un coup, à partir des années 2000, on a une explosion des déséquilibres. Vous voyez, regardez, c'est pour ça que ça s'écarte comme ça. Comme les déficits des uns sont les excédents des autres, le fait que par exemple les États-Unis aient un déficit énorme, ça veut dire qu'en face, il y a des pays qui ont des excédents énormes. Par exemple la Chine, ils achètent beaucoup de produits chinois. Ou par exemple des pays d'Amérique latine. Bon. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça que quand les pays déficitaires ont de plus en plus de déficits, en face, il y a des pays qui ont des excédents de plus en plus importants. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Europe. L'Allemagne a des excédents de plus en plus importants, qui ont pour contrepartie des déficits de plus en plus importants, par exemple les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, la Grèce, le Portugal et même la France. Donc c'est comme ça. Et donc, on est dans une période où il y a une montée des déséquilibres. Alors ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant, parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors la crise, heureusement, si on peut dire, à partir de 2008-2009, en fait, vous voyez, on est passé à des déséquilibres un peu moins importants que la période précédente. Donc là, on ne sait pas où on va maintenant. Qu'est-ce qui va se passer une fois que la crise sera terminée, si elle se termine? On ne sait pas où on va. Mais si vous voulez, c'est pour dire qu'il y a quand même un problème, c'est que les déséquilibres internationaux sont de plus en plus importants. Ça, c'est une caractéristique de la mondialisation. Alors, pour continuer à aller vite, juste où je vais vous donner pour parler là, que je devrais arrêter déjà maintenant ou pas? Non, c'est bien, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un petit temps d'échange. Bon, bien sûr. Oui, bien sûr, on gardera du temps d'échange. Ça va si vous restez un peu plus tard que 9 h? L'autre point, l'autre caractéristique, c'est le poids croissant dans la mondialisation des mouvements internationaux de capitaux. C'est-à-dire les transactions financières internationales se sont développées à une vitesse encore plus rapide que les échanges de biens et de services, c'est-à-dire les échanges réels. Par exemple, j'ai calculé cet indicateur qu'on utilise, le rapport entre les transactions financières et les échanges commerciaux qui étaient de 1 à 10 en 1973, donc si vous voulez, juste avant la mondialisation, cette phase actuelle de mondialisation, aujourd'hui le ratio est de 1 à 100. C'est-à-dire que les transactions pour 1 euro ou 1 dollar de transactions réelles, d'échange de marchandises, par exemple, il y a 100 dollars ou 100 euros d'échange de produits financiers à l'échelle internationale. Ça, c'est un élément de la financiarisation, c'est-à-dire du poids incroyable de la finance. Alors, nous sommes nombreux parmi les économistes à considérer que ça, c'est quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire qu'on a une espèce de sphère financière qui se gonfle, sans rapport avec l'économie réelle. Or, l'économie réelle, c'est elle qui compte pour notre bien-être, pour la création de richesses. C'est les biens, c'est
l'alimentation, les produits industriels, les services, etc. Or, là, on a une sphère financière qui enfle d'une manière incroyablement importante à l'échelle internationale. Et du coup, on est dans un monde où la finance devient de plus en plus importante et elle est dominée par plusieurs catégories d'opérateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, d'acteurs. C'est d'abord les investisseurs financiers globaux, qui sont les investisseurs internationaux. Alors, c'est qui les investisseurs internationaux? Je vais en citer un français, AXA, par exemple. AXA, c'est une société d'assurance extrêmement puissante. Si vous allez aux États-Unis, vous verrez, il y a à New York, il y a un grand building, par exemple, qui s'appelle Concorde, je crois, qui est une filiale d'AXA, qui s'appelle Concorde. C'est un immeuble qui fait, je ne sais pas, plusieurs dizaines d'étages. Donc AXA est un très très grand acteur international. C'est une société dont le siège est à Paris, mais qui a une dimension internationale importante. Les Américains aussi, bien sûr, ils ont beaucoup d'acteurs internationaux. Les fonds de pension américains, comme CalPERS, qui est le fonds de pension des fonctionnaires californiens, est très puissant et vient investir en France. Alors, juste pour votre information, est-ce que vous savez quelle est la part du capital d'une banque comme, par exemple, Société Générale, qui est détenue par des investisseurs internationaux, non français? Est-ce que vous avez une idée? C'est 20, 30, 40, 50, 60%? 60, Eh bien, vous n'êtes pas loin. 80, 60, 55, 60, ça varie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez Société Générale, et c'est vrai aussi de BNP Paribas, plus de la moitié de son capital, donc ce capital action, les actions, est détenu par des investisseurs étrangers. Alors on peut se dire, est-ce que BNP Paribas, Société Générale sont encore des banques françaises? Oui, enfin en tout cas, c'est typiquement des banques très internationalisées, parce que leur capital est détenu en plus de la moitié, 55% à peu près, par des investisseurs internationaux. D'accord? Mais nos entreprises ou nos investisseurs ne sont pas en reste. AXA a aussi des participations importantes dans les pays étrangers. Hein. Les Français aussi investissent à l'étranger. Ça va dans les deux sens. Donc aujourd'hui, ces acteurs, qui sont les investisseurs et les grands groupes bancaires comme BNP Paribas, Société Générale, HSBC, groupe donc anglo-asiatique, etc., Goldman Sachs, dont on nous parle tous les jours, bon, tout ça, c'est des grands acteurs qui pèsent très lourd. Et au-dessus, c'est un peu le pendant de l'OMC pour la finance, il y a une organisation dont vous avez tous entendu parler, qui est le Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI, c'est un peu le gendarme, de la finance internationale. C'est-à-dire, c'est l'acteur qui est chargé de surveiller l'évolution de la finance internationale, des dettes des pays qui ont des dettes les plus importantes, de faire des recommandations, etc., etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'institution internationale. Alors là, c'est pareil. Je ferai le même discours que pour l'OMC. Je pense qu'il faut une institution pour réguler la finance internationale. Sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec la philosophie, que je qualifierais de néolibérale, qui anime le Fonds monétaire, c'est-à-dire une philosophie qui donne la priorité à la libre circulation des capitaux, qui considère qu'il faut que le poids de l'État dans l'économie soit le plus faible possible, que les systèmes financiers soient totalement libéralisés, etc. Donc moi, je suis en désaccord avec cette philosophie, mais je reconnais qu'il faut une organisation. Il faut une organisation internationale pour réguler l'ensemble, mais malheureusement, la politique elle-même me paraît une politique dangereuse et très critiquable. Alors, là, vous avez, je vous montre des indicateurs, excusez-moi encore une fois si je vous abreuve de graphiques et de tableaux, mais là, vous avez, excusez-moi, et puis c'est en partie en anglais. Et ça, c'est le taux d'ouverture financière, c'est-à-dire l'importance des créances et des dettes financières en pourcentage du produit intérieur brut. Et donc là, vous avez, le pourcentage, il est indiqué là, par exemple, sur les côtés. Là, vous avez de 70 à 2005 à peu près. Vous voyez, pour les pays industriels, c'est la ligne en bleu, la montée très forte de la détention de créances et de dettes au niveau international par les pays industrialisés. Par contre, pour les pays émergents, ça monte, mais beaucoup plus progressivement. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui qu'à ce stade de l'évolution de la mondialisation, les pays développés, dont la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., le Japon, sont des pays qui sont très riches, qui détiennent énormément de créances internationales, beaucoup plus encore que les pays émergents. Pour le moment, ça peut changer. Parce que nous avons accumulé, nous avons pris des participations, nous avons investi beaucoup, quand je dis nos entreprises, ou nos investisseurs, à l'étranger, et qu'aujourd'hui, nous avons une richesse à l'échelle internationale. Quand je dis nous, c'est les pays industrialisés, les pays développés, très important. D'accord ? Alors, je ne sais pas si je dois vous présenter ce tableau, parce que peut-être que vous le voyez peut-être pas au fond. Si ? Je vais le commenter très brièvement, parce que je ne veux pas être trop long, mais ce tableau me paraît, d'ailleurs ce diaporama, vous
pouvez en disposer sans problème. Je pense que vous avez un site à partir duquel vous pourrez le télécharger. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas le voir maintenant, vous pourrez le regarder à tête reposée. Ça concerne la France, la balance des paiements française. Mais regardez cette évolution spectaculaire entre 1980 et 2005. La balance des paiements, c'est quoi? La balance des paiements, c'est le compte qui retrace les opérations d'un pays avec l'extérieur. D'accord? Dans la balance des paiements, on a deux parties principales. Il y a d'abord ce qu'on appelle les transactions courantes. C'est en gros les échanges réels de biens et de services. Quand nous vendons des voitures, mais aussi quand nous recevons des touristes qui viennent dépenser chez nous, ça c'est de l'immatériel, mais ils dépensent des nuits d'hôtel, c'est inscrit dans la balance des paiements, parce que pour faire ça, ils viennent avec de l'argent, des dollars qui vont changer en euros, etc. C'est des recettes qui sont inscrites dans la balance des transactions courantes. Et en dessous, la deuxième partie de la balance, c'est la partie financière, d'accord, qui correspond à ce qu'on appelle les flux financiers. Bon. Je voudrais vous montrer cette évolution spectaculaire. En 1980, 70% des échanges que la France faisait avec l'étranger, vous voyez, c'était des flux, des échanges réels, de biens et de services. En 2005, 25 ans plus tard, ça ne représente plus que 7% des échanges, vous voyez, 10 fois moins en pourcentage d'un balance des paiements. La contrepartie de ça, c'est que les flux financiers, hein, quand vous additionnez 71, 1 et 28,8, ça fait 100%. Hein. Les flux financiers qui ne représentaient en 1980 que 28,8 ou 29 ou 30%, si vous préférez, aujourd'hui c'est 93%. C'est-à-dire que la France fait 93% maintenant de ses échanges avec l'étranger sous forme financière, d'échanges de titres, d'échanges de créances, etc. Et que la partie réelle de nos échanges, qui n'a pas diminué en valeur absolue, elle a augmenté, mais elle a augmenté tellement moins vite que les flux financiers que dans notre balance des paiements, la partie réelle est toute petite. Vous voyez, toute petite. Voilà. Et ce qui est vrai pour la France est vrai pour les États-Unis, vrai pour l'Allemagne, vrai pour... C'est pas propre à la France. Hein. Là, je prends la France parce que c'est plus facile pour moi d'avoir les statistiques sur la France. Mais si vous voulez, voilà. Et quand vous regardez un autre indicateur, le poids des flux financiers internationaux de la France en pourcentage du PIB rapporté au produit intérieur brut, 14% en 1980, 448% en 2005. Voilà. Ça suffit. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils illustrent le fait que nous sommes rentrés dans un monde où la finance est devenue énorme. Et tout à l'heure, c'est pour ça que je vous disais que la finance est devenue l'élément moteur, l'élément le plus fort, le plus important de la mondialisation. La mondialisation, c'est d'abord une mondialisation financière. Et ça, c'est un problème, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à cette mondialisation, c'est qu'elle est hypertrophiée dans l'ordre financier. Et justement, quelle est la conséquence de son hypertrophie dans le monde financier? C'est que la finance est par nature instable. Il y a des périodes de hausse, des périodes de baisse, et du coup, on a assisté à une montée de la stabilité financière internationale pendant la période de cette seconde mondialisation qui a commencé en 1975. Les crises financières se sont multipliées et on constate que les politiques de libéralisation qui ont été trop vite, trop rapides et excessives sont probablement responsables, notamment des crises qui se sont développées. Et là, vous avez un tableau que j'ai dressé, que vous verrez calmement quand vous aurez, si ça vous intéresse, le diaporama. J'ai fait la liste de toutes les crises financières. Regardez la liste, elle est longue, et encore, j'en ai oublié. Hein. Mais oui, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté d'avoir des crises. Dans les années 80, c'était les pays en voie de développement, c'était notamment l'Amérique latine, la crise de la dette. Après, il y a eu un krach boursier en 87. En 88, c'est les États-Unis qui ont une crise des caisses d'épargne. Dans les années 90, c'est le Japon qui a eu une grosse crise. Nous avons eu des crises dans les pays européens, des crises de change entre 92-93, quand le système européen s'est effondré. En 94-95, c'est le Mexique. 97-98, c'est les pays asiatiques et la Russie, Indonésie, Malaisie, Thaïlande. 2000, c'est la crise boursière Internet. 2001, c'est une crise en Argentine qui a été très importante. Et là, nous sommes dans la crise actuelle. 2007-2012, ça concerne surtout les pays les plus avancés, États-Unis, Europe, Japon. Nous sommes dans une crise d'une grande profondeur qui est loin d'être terminée. Voyez. Et donc, vous voyez cet épisode-là, enfin, cette succession de crises montre que nous sommes, ce qui caractérise la mondialisation actuelle, c'est le poids de la finance et l'instabilité financière qui va avec, qui joue un rôle très important, hélas négatif, parce que pour tous les pays qui ont été touchés, sur tous les continents, hein, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, eh bien, il y a eu des crises qui
qui se sont multipliés, et ça c'est une des caractéristiques de cette mondialisation. C'est la montée des prix, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays du G20 sont, entre autres, sont extrêmement préoccupés quand ils se réunissent à chaque fois. La moitié de l'agenda, c'est pour discuter qu'est-ce qu'on va faire pour mieux réguler la finance mondiale. Alors, ils font presque rien d'ailleurs, mais ils discutent beaucoup en tout cas. Donc, ça parce que c'est une préoccupation. Voilà. Alors, bon, je vais pas juste un autre graphique. Excusez-moi, c'est encore en anglais, mais c'est quand même intéressant. C'est un graphique fait par deux économistes américains qui s'intéressent aux crises bancaires. Donc, quand on monte le long de l'axe, là, ça veut dire qu'il y a plus de crises bancaires. Ça va des années 1900 jusqu'à aujourd'hui. On voit par exemple que le pic est atteint en 1929, c'est la grande crise de la Grande Dépression. Il y a eu des crises bancaires énormes. Ça ne vous surprendra pas. Il y en a eu aussi dans la période qui a précédé. Mais vous voyez, pendant les 30 glorieuses, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous voyez, on est de 1942 là jusqu'à 1975 ou 72, pas de crise bancaire. C'est-à-dire qu'on était dans une période où il y avait une régulation financière très forte, à l'échelle des pays, la France par exemple, mais aussi à l'échelle internationale, et ça a évité les crises bancaires. Et dès qu'on a dérégulé, eh bien regardez, c'est reparti à la hausse. Et là, la crise actuelle, elle est là. Donc, ce que concluent beaucoup d'économistes, y compris des économistes qui défendent plutôt le libéralisme, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin dans la libéralisation du système financier, du coup qui s'est développé d'une manière extraordinairement importante et qui est à l'origine de crises qui sont extrêmement coûteuses, comme la crise actuelle, extrêmement coûteuses sur le plan social, sur le plan économique, etc. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a un débat qui, loin d'être tranché, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas re-réguler le système financier, notamment les banques, comme on l'a fait dans la période, justement, qui a suivi la crise de 29 et qui a conduit à cette stabilité-là. Et rappelez-vous de la discussion sur la loi bancaire en France, la loi dite Moscovici, qui a été votée sur les banques, qui a été votée en juin dernier, une loi notamment qui traite de la question de la séparation entre les banques de dépôt, de détail d'un côté, les banques d'investissement et de marché de l'autre, qui travaillent beaucoup.